Bonsoir à tous, bonsoir Sonia. Bonsoir Michel. Bienvenue dans le 18h de Public Sénat, une demi-heure d'information avec nos invités. Les titres: mieux encadrer le crédit à la consommation en interdisant le démarchage, voire en interdisant le crédit revolving dans les grandes surfaces. Les propositions de Philippe Marini pour éviter le surendettement touchant quelques 50 000 ménages en France reçoivent le soutien sans réserve de l'UFC Que Choisir. Les constructeurs automobiles chaque jour un peu plus sinistrés. Un mois chômé en décembre chez Peugeot qui pourrait annoncer des suppressions d'emplois, réduction de 25% de la production chez Renault. La priorité aujourd'hui pour Carlos Ghosn, conserver une trésorerie positive. La bourse de Paris clôture en chute de 4% alors que les valeurs automobiles se sont effondrées. Un scrutin à suspense au Parti socialiste, même si c'est une femme qui devrait diriger le parti. Benoît Hamon, qui a reconnu ses proximités avec Martine Aubry, donnera une consigne de vote en cas de second tour. Nos invités, Sonia. Oui, ce soir on reçoit Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste au Sénat, et puis Gérard Longuet et l'économiste Michel Drancourt. On reviendra avec eux sur le secteur automobile en détresse et deux spécialistes de la Chine, qui est devenu en septembre le premier créancier de l'État américain, Valérie Niquet et Pierre Picard. D'abord donc ces propositions de Philippe Marini contre les abus du crédit à la consommation. Oui, il vous est sûrement arrivé d'être démarché dans une grande surface pour prendre une carte de fidélité derrière laquelle en fait on vous vend du crédit. Eh bien attention, danger, surendettement en vue. Et pour lutter contre ces dérives, le rapporteur du budget au Sénat a présenté une proposition de loi afin de venir en aide aux consommateurs qui se font parfois piéger. Il souhaite aussi promouvoir le crédit responsable. Pierre Brun-Joseph. Besoin d'une rallonge pour les fins de mois difficiles? Rien de plus simple. 3 clics et 10 000 euros sont débloqués en 10 minutes. Montant du remboursement 300 euros par mois pour un crédit renouvelable. Mais à quel taux? Là, il faut chercher. Pour l'instant, à ce stade-là en tout cas, nulle part, le taux d'intérêt, les conditions de remboursement, la durée et surtout en fait on voit pas le coût du crédit. Ce qui est affiché, ça va être les mensualités, généralement des mensualités relativement faibles, parce qu'on sait que c'est ça qui intéresse les personnes qui justement sont un peu en difficulté de fin de mois. Encadrer la publicité pour les crédits renouvelables, responsabiliser les prêteurs et les emprunteurs, imposer un délai de réflexion d'au moins 8 jours ou encore interdire les offres de crédit directement à la caisse des grandes surfaces. En déposant sa proposition de loi, Philippe Marini veut moraliser l'utilisation de ces crédits renouvelables. Nous nous attendons tous à une année 2009 difficile. Difficile sur le plan économique, cela veut dire des publics fragilisés. Cela veut dire des personnes, des ménages qui peuvent être des victimes d'offres de crédit mal comprises et qui vont les entraîner trop loin, peut-être jusqu'au surendettement. Dans une telle période, il faut protéger les publics les plus fragilisés. Certains dénoncent déjà une raréfaction du crédit à la consommation au moment même où la récession menace en France. Philippe Marini, persuadé qu'un accès au crédit trop facile mène directement à la crise comme on l'a vu aux États-Unis récemment, juge au contraire le moment opportun. Le secteur automobile sinistré appelle à l'aide. Oui, en grande difficulté, le secteur automobile multiplie les appels de détresse au gouvernement et chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles. En France, Peugeot annonce un mois chômé qui pourrait conduire à des suppressions d'emplois. L'ensemble du secteur attend des mesures d'aide d'urgence de la part de l'Europe. Anne-Louise de Rohan. Ils appellent tous à l'aide. De plus en plus affolés, les constructeurs européens demandent 40 milliards pour éviter la faillite. Mais pas de réponse concrète de Bruxelles pour le moment. L'Union européenne refuse un plan de sauvetage et parle de mesures ciblées, des mesures qui doivent avant tout respecter les règles de la concurrence. Les règles sont assez strictes. On peut donner, par exemple, sous forme d'incitation pour un pays. À ce moment-là, tous les constructeurs en bénéficient de la même façon. Mais il est interdit de donner une subvention à tel ou tel constructeur qui, dans un environnement concurrentiel, qui défavoriserait un concurrent. On l'a vu dans le transport aérien, où Alitalia, par exemple, a reçu une aide spéciale du gouvernement italien qui sont obligés de rembourser parce que critiqués par la concurrence. Et on aura exactement la même chose dans l'industrie automobile. Du coup, l'Union propose des garanties d'État, notamment pour Opel en Allemagne, à 2 doigts de mettre la clé sous la porte. Seulement devant la frilosité de l'Europe, les constructeurs insistent. Seule solution pour s'en sortir, une aide sous prêt à taux réduit et des primes pour inciter les consommateurs à remplacer leur voiture. Prime à la casse, crédit moins cher. Ça, c'est les solutions immédiates. C'est-à-dire si demain vous devez acheter une voiture, si je dois acheter une voiture, vous aurez 2 paramètres.
le prix de la voiture, la deuxième chose, le prix du crédit, et peut-être la troisième chose, s'il y a une prime à la casse importante, vous serez peut-être tenté de racheter une voiture. Mais les constructeurs devront prendre leur mal en patience. L'Europe doit rendre son verdict la semaine prochaine. Et des salariés de l'usine Renault Truck du groupe Volvo ont débrayé aujourd'hui près de Caen pour dénoncer les mesures de chômage partiel. La grève des enseignants demain, ce sera la grande pagaille du service minimum d'accueil. Oui, la question que se posent bien tous les parents, pourront-ils amener leurs enfants à l'école demain, jour de grève des enseignants, alors que la mobilisation s'annonce massive pour protester contre les réformes en cours? L'application du service minimum d'accueil soulève des difficultés dans de nombreuses communes. Reportage à la Garenne, Colombes, dans les Hauts-de-Seine, avec Nicolas Béard. Pour les enfants, le mercredi, c'est centre aéré. Et demain aussi. Grève des enseignants oblige, cette école de la Garenne-Colombes fera office de garderie. Faute de maîtresse, les 787 élèves de l'établissement seront accueillis par leurs animateurs. Apparemment, la grève sera très suivie ici. Sur les 18 classes qu'il y a ici, il y en a 16 qui font grève. Donc on a mobilisé un maximum d'animateurs, donc il y en a à peu près 15-16 qui seront présents. Une quinzaine d'employés de la mairie pour s'occuper de l'accueil et des activités, sans oublier la cantine. L'an passé, la municipalité a connu 4 grèves d'enseignants, mais c'est à chaque fois un dispositif difficile à mettre en place. Vous voyez, il y a une organisation de crise, entre guillemets, qui se met en route. C'est premièrement trouver des animateurs dans l'urgence, donc on pêche dans notre vivier d'animateurs habituels. Deuxièmement, s'assurer durant toute la journée de la grève que le nombre d'enfants qu'on a prévu de prendre en charge est bien présent, parce que les enfants peuvent ne pas venir. On a une responsabilité très importante. Coût de l'opération demain pour la mairie, 10 000 €, remboursé à 70% par l'État. De quoi amortir le choc, mais l'addition pourrait s'élever si, comme à Paris, les animateurs décidaient de suivre le mouvement. Voilà, et sur ce service minimum d'accueil, Xavier Darcos estime qu'il est de la responsabilité des maires d'organiser le droit d'accueil dans les écoles les jours de grève. Le ministre de l'Éducation réfute l'argument selon lequel il n'y a pas assez de volontaires pour garder les enfants. Affaire Clearstream, suite et rebondissement, Dominique de Villepin aurait souhaité l'élimination d'un rival politique. Oui, cette thèse de la rivalité politique a été retenue par les juges. L'ancien Premier ministre est renvoyé devant le tribunal correctionnel. Il est accusé d'avoir prêté son concours dès le début de l'année 2004 à une machination visant notamment à nuire à Nicolas Sarkozy, Marie Hospital. Au début de l'année, Dominique de Villepin prêtait serment pour devenir avocat. Mais dans quelques mois, c'est à la barre en tant qu'accusé qu'il sera appelé. L'ex-premier ministre est renvoyé en correctionnel pour complicité de dénonciation calomnieuse dans l'affaire Clearstream. Après 4 ans d'instruction, les juges Jean-Marie Duy et Henri Ponce soupçonnent l'ancienne hôte de Matignon d'avoir participé à une machination visant à déstabiliser Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui était le principal rival de Dominique de Villepin dans la course à l'Élysée. En 2004, de faux listings bancaires ont été adressés à la justice, accusant des personnalités, dont Nicolas Sarkozy, de détenir des comptes occultes. Dominique de Villepin savait que ces listings étaient faux, mais n'aurait rien fait pour le signaler à la justice. Son inaction le rendrait donc complice. C'est la première fois de l'histoire de la Ve République qu'un Premier ministre est renvoyé en correctionnel. Il y a un an, Jacques Chirac était devenu lui-même le premier ex-président de la République poursuivi par la justice. Parlons du Parti Socialiste maintenant à J-1. Le ton monte encore. Oui, à la veille de l'élection du nouveau premier secrétaire, bien, le climat s'est encore durci au Parti Socialiste. Ségolène Royal dénonce un front contre elle et défend un contact particulier avec le peuple. Martine Aubry joue la carte de la main tendue à sa rivale. Benoît Hamon, quant à lui, défend sa constance et ce sera aux militants de trancher. Henri Bouvier et Elodie Lemaou. Les militants du Parti Socialiste restent mobilisés à la veille du vote crucial qui désignera le successeur de François Hollande. Et ce, malgré le fiasco du congrès de Reims qui a laissé nombreux d'entre eux désabusés. Le spectacle est assez désolant. C'est une guerre des égos plus qu'une guerre de fond, une discussion de fond, et c'est très désagréable pour les militants. Ça va finir par se débloquer, sinon, à mon avis, il n'y aura plus de Parti Socialiste. Une nouvelle fois, ce sont donc les militants qui devront départager les responsables du parti, incapables de trouver une entente. Je reste optimiste quand même pour jeudi. J'espère que les militants sauront se mobiliser, sauront faire le choix du renouveau
et d'une clarification idéologique enfin. On espère toujours en tant que militant que quelque chose va sortir, que les projets vont avancer. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait, c'est pour ça qu'on est là. Le vote débutera ce jeudi à 17 h et sera clos à 22 h, 5 heures pour décider qui de Ségolène Royal, Martine Aubry ou Benoît Hamon devra diriger le Parti socialiste. Si aucun n'obtient la majorité absolue, un second tour devra départager vendredi les 2 motions arrivées en tête. L'autre inconnu du scrutin, c'est la participation. Le 6 novembre, seuls 56% des militants avaient voté. Une fois le nouveau secrétaire élu, le plus dur restera à faire, oublier les phrases assassines et rassembler, dans l'espoir de retrouver enfin la crédibilité d'un parti d'opposition uni. Voilà, parole de militant, parole de Jean-Pierre Bel dans un instant, le président du groupe socialiste au Sénat, qui nous dira peut-être pour qui il va voter demain. Et puis dans l'actualité également, cette petite séquence qu'on est allé piocher sur la télé américaine, oui, Sonia, c'est Carla Bruni-Sarkozy qui s'est confiée à David Letterman. Oui, la première dame était l'invitée hier soir du célèbre Letterman Show sur la chaîne américaine CBS. Elle est notamment revenue sur l'élection de Barack Obama à la Maison-Blanche. Selon elle, la France est ravie de cette élection. Voilà, Carla Sarkozy-Bruni qui a parlé et également chanté avec sa guitare en s'accompagnant elle-même donc lors de ce show très suivi sur CBS. La suite du 18 h tout de suite avec nos invités, donc Jean-Pierre Bel, Gérard Longuet, l'économiste Michel Drancourt et 2 spécialistes de la Chine, désormais pays premier créancier de l'État américain devant le Japon depuis le mois de septembre, Valérie Niquet et Pierre Picard. Jean-Pierre Bel, bonsoir. Bonsoir. 3 candidats pour le poste de premier secrétaire du PS. Quel est votre choix? Mon choix, vous connaissez, il n'y a aucune surprise. Je crois que tout cela a été dit clairement. Nous sommes dans une situation particulière que vous décrivez très souvent. J'aurai mon propre sentiment à donner sur cette période. Mais vous savez que nous sommes assez nombreux aujourd'hui à laisser la liberté de vote aux militants, simplement parce que je crois qu'aujourd'hui les choses sont suffisamment avancées et parce que nous estimons que nous n'avons pas pesé sur un choix qui est un choix tout à fait digne et légitime. Je crois qu'il faut pas. Ça vous empêche de dire que vous étiez proche de Ségolène Royal durant sa campagne présidentielle et que vous la soutenez aujourd'hui? Écoutez, vous me dites ça à chaque émission. Donc à chaque émission, je vais vous dire à peu près la même chose. Il me paraît normal qu'un responsable socialiste soit proche de la candidate qui a été désignée pour représenter le Parti socialiste dans une élection. Tous ne l'étaient pas autant que vous à l'époque. Et je ferai la même chose pour la future ou le futur premier secrétaire du parti. Il peut compter sur mon soutien et je ferai tout ce qu'il faudra pour aider le futur premier secrétaire du Parti socialiste. C'est-à-dire qu'en tant que président du groupe socialiste au Sénat, vous êtes de toute façon compatible avec tous les candidats? Non, ne me faites pas passer pour ce que je ne veux pas être. Je suis un homme de conviction, je suis capable de faire des choix. Aujourd'hui, mon choix il est clair. Compte tenu de ce que j'ai vu au congrès de Brest, Reims. Oui, vous savez, j'aurais pu confondre avec un autre congrès qui était peut-être un peu plus calamiteux. Il vaut mieux confondre avec Brest qu'avec certains autres. Non, aujourd'hui, je considère que je n'ai pas à donner de consigne de vote. Je crois que c'est une attitude que l'on peut comprendre et peut-être même respecter. Mais vous êtes d'accord pour dire qu'entre Martine Aubry et Ségolène Royal, ce sont 2 conceptions du parti qui s'affrontent? C'est peut-être pas forcément de conceptions diamétralement opposées, mais c'est vrai que faites attention à tous les propos de commisération par rapport aux difficultés du Parti socialiste d'aujourd'hui et par rapport à nos débats de congrès. Il y a peut-être derrière tout cela des potentialités qui sont aussi porteuses de beaucoup d'espoir. En tout cas, je l'espère. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le message que nous allons adresser aux Français. Je ne voudrais pas qu'au travers de notre entretien, il y ait simplement à retenir que nous sommes à nous regarder le nombril et que nous nous intéressons qu'à nos propres personnes. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que nous répondons sur des sujets qui sont aujourd'hui des sujets essentiels? Vous avez fait allusion aux problèmes économiques que nous traversons et les Français attendent de la gauche. Et je crois qu'un pays démocratique a besoin d'une opposition, en particulier aujourd'hui à Nicolas Sarkozy, qui soit non seulement une opposition, mais aussi qui soit capable de faire des propositions. Voilà. Moi, c'est cela qui m'intéresse et je voudrais très rapidement que l'on puisse dire aux Français de quoi il s'agit. Et je crois qu'au travers
de ce que dit Martine Aubry, de ce que dit Benoît Hamon, de ce que dit Ségolène Royal, il y a, c'est vrai, des visions qui sont différentes. Et quelle est votre vision, par exemple? On parle de deux visions, effectivement, entre Ségolène Royal et Martine Aubry, qui sont les deux favorites, hein, on l'a dit, entre un parti de militants, Martine Aubry, et un parti de supporters. Est-ce que ça vous paraît juste ou caricatural? Nous avons entendu la même chose il y a 10 ans. Entre Lionel Jospin et Laurent Fabius, parti de militants, parti de supporters. Je crois que c'est pas exactement comme ça que les choses se posent. Mais c'est vrai qu'il y a deux personnalités, deux comportements, deux manières de faire de la politique qui sont différentes. Vous le voyez bien. Vous-même, vous êtes des observateurs attentifs et avisés. Vous voyez bien qu'au travers de la démarche de Ségolène Royal, il y a un appel à ce qu'elle a appelé la démocratie participative, qui semble beaucoup plus ouvert sur la société et en même temps... Avec même une université populaire, en quelque sorte, autour du Parti socialiste. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Écoutez, vous le lui demanderez parce que je n'ai pas encore bien compris les nuances et les détails. Et autour de Martine Aubry, il y a aussi un enracinement par rapport aux convictions qui sont celles du Parti socialiste, mais aussi une vision moderne de la société dans laquelle on vit. Oui, mais enfin, il n'est plus question de synthèse aujourd'hui. Hein. Mais on n'en est pas aujourd'hui à faire la synthèse. Aujourd'hui, on en est à choisir le futur patron, le chef du Parti socialiste, le premier secrétaire du Parti socialiste. Et il aura, ou elle aura, demain, après l'élection, à constituer une majorité. Je pense, moi, je vais vous dire, je vais vous faire un pronostic, puisque vous attendiez de moi peut-être un scoop, ce ne sera pas le choix pour mon vote demain, mais vous verrez, les socialistes vont se rassembler. Les socialistes vont se rassembler plus rapidement que vous ne l'imaginez, et moi je crois que le Parti socialiste sera présent dès le début de l'année 2009, parce que nous avons beaucoup à faire, et il y a à construire un projet, et il y a à revisiter un certain nombre d'idées qui sont celles d'un parti socialiste tourné vers son temps. Il va se rassembler, mais il y aura quand même un second tour. C'est très bien, oui. Un second tour, vous avez bien compris les mécanismes d'élection du premier secrétaire. Un parti socialiste, vous l'avez dit, tourné vers l'avenir, mais est-ce qu'aussi un parti socialiste tourné vers le centre? Est-ce que vous condamnez la tentation centriste du Parti socialiste et de Ségolène Royal? Je crois que l'on a intérêt à pas focaliser sur des sujets qui sont, dans le fond, des sujets importants. C'est le problème des alliances. Mais ce n'est pas aujourd'hui le problème essentiel. Je voudrais pas que M. Bayrou et le MoDem soient le sujet de discussion essentiel dans les discussions du Parti socialiste. Nous avons, je le répète, à dire aux Français exactement ce que nous voulons pour la France. Et puis ensuite, avec qui nous voulons le faire? Eh bien, nous le ferons avec tous ceux qui refusent la politique actuelle du gouvernement, de Nicolas Sarkozy, certainement, mais aussi qui seront d'accord sur notre projet. Alors vous dites que vous ne comprenez pas toujours tout ce que propose Ségolène Royal, cette idée d'université populaire autour du Parti socialiste. Est-ce que vous la comprenez quand elle dit qu'elle a un rapport particulier avec le peuple? C'est évident. C'est évident qu'il y a un rapport particulier. Ne serait-ce... Mais c'est pas inquiétant de le revendiquer? Il y a une incertitude sur le résultat du vote jeudi et vendredi. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'incertitude. Si vous regardez les choses de façon purement arithmétique, on a plutôt le sentiment que Martine Aubry devrait être celle qui sortira des urnes. C'est pas sûr. Pourquoi? Parce que Ségolène Royal, en effet, elle est capable d'impulser des élans qui n'obéissent pas. Vous connaissez le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. C'est un peu ça, quoi. Non, mais on a presque l'impression qu'elle parle d'un élan. Vous parlez d'un élan divin? Non, c'est pas un élan divin. Il y a toujours eu un rapport particulier entre un responsable politique et ses électeurs. Le général de Gaulle avait un rapport particulier à la France, un rapport particulier aux Français. Il était capable d'entraîner derrière lui beaucoup plus que la droite de l'époque ne pouvait le faire. Eh bien, c'est vrai que ça arrive aussi à gauche et ça peut arriver à Ségolène Royal. Une question, Jean-Pierre Bel, sur Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous attendez qu'il abandonne son mandat de sénateur après son départ du Parti socialiste? Moi, je pense qu'il y a là un problème de conscience. Ça peut se poser dans les partis de droite comme dans les partis de gauche. À partir du moment où on a accédé à une responsabilité grâce au parti qui vous a soutenu, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais il appartient à chacun d'y répondre, de se regarder devant la glace et surtout de le faire en conscience. Vous en avez parlé? Vous en avez parlé tous les deux? Oui. Jean-Luc est un ami. Vous savez que nous avons des convictions qui divergent, ou des points de vue qui divergent. Mais moi, la brutalité ou la violence des propos, vous le savez, c'est pas mon style, et donc il lui appartient à lui de répondre à cette question. Très bien. Alors, merci Jean-Pierre Bel. Vous restez avec nous, car c'est avec vous ce soir que l'on va inaugurer une nouvelle rubrique.
Eh oui, la crise, comment ça se passe chez vous, dans l'Ariège par exemple? Qu'est-ce qu'on en dit? Quel est l'état d'esprit? Et puis, quelles sont les conséquences et éventuellement les restructurations, les licenciements? Écoutez, c'est difficile dans un département comme l'Ariège qui pourrait être considéré, compte tenu de sa situation géographique, comme un département rural, mais qui est un département à industrie traditionnelle et à mono-industrie. Nous avons du textile, nous avons de la sidérurgie. J'ai même travaillé dans l'aluminium dans l'Ariège. Aluminium chez Péchinet. Oui, exactement, à Tarascon-sur-Ariège. Bien, Gérard Longuet connaît bien. Donc, je confirme que c'est un département industriel. Industriel. Donc à partir de là, ces mono-activités sur des territoires comme les nôtres qui fournissaient, grâce à la matière première, beaucoup de richesses dans le temps, sont aujourd'hui en difficulté, des difficultés qui s'ajoutent au contexte. Et j'ai entendu à l'instant les difficultés du secteur automobile. Nous avons aussi, en particulier dans ma région, des industries, des usines, des entreprises qui travaillent pour le secteur automobile, notamment dans le tissu automobile, l'entreprise Michel Thierry, et c'est pour nous un sujet de grave inquiétude. Voilà. Donc l'Ariège, c'est tout à fait en phase avec les inquiétudes que nous connaissons par ailleurs de manière plus générale dans le pays, notamment liées aux délocalisations et ces bassins, ces territoires à main-d'œuvre importante sur des industries qui sont aujourd'hui des industries fragilisées. Mais pardon, je voudrais terminer, nous ne gémissons pas. Nous ne sommes pas là en train de tenir un discours passéiste, voire nostalgique. Nous avons aussi beaucoup d'atouts, beaucoup de richesses à faire valoir, et c'est vers ces nouvelles activités que nous essayons d'évoluer. Donc un message d'espoir. Gérard Longuet, comment ça se passe chez vous dans la Meuse? C'est dur. C'est dur parce que nous avons des activités d'industrie de main-d'œuvre, des équipementiers automobiles, le meuble en particulier. C'est vraiment des points d'interrogation majeurs. Le bâtiment souffre énormément et nous avons l'agriculture, les producteurs de lait en particulier, qui ont de véritables interrogations sur leurs revenus. Donc on ne peut pas dire que les choses soient très faciles. Et puis alors la Lorraine a une particularité, j'élargis, c'est que nous avons 70 000 travailleurs qui tous les jours vont au Luxembourg, qui n'est pas simplement un paradis fiscal, qui est une grande métropole de services, mais qui est un pays exposé au vent du large. Donc on regarde avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe chez notre voisin. Vous savez, je suis très amoureux de ces paysages de la Meuse, ils apparaissent calmes, tranquilles, sereins, mais c'est exactement comme Jean-Pierre Bel, il y a des gens qui travaillent, qui se battent, qui innovent, et c'est dur actuellement. Très bien. Eh bien, nous poserons comme ça régulièrement la question à nos invités élus de toutes les régions de France. Comment ça se passe chez vous avec la crise? Et nous allons rester justement sur un secteur en crise. Vous l'avez évoqué, Jean-Pierre Bel, c'est l'automobile qui affecte nombre de régions. L'état des lieux est assez préoccupant. Gérard Longuet, on va parler également de ce qui se passe aux États-Unis avec vous, Michel Drancourt, parce que alors là, c'est encore pire, j'ai envie de dire, avec les Big Three, comme on les appelle, les trois grandes sociétés. Oui, Michel Gorsov, c'est une grande différence. C'est que l'industrie automobile européenne, je parle de l'Europe, c'est complètement réadapté à la fois sur les modèles et sur les processus de production. C'est pas le cas des États-Unis et je crois qu'ils souffrent. Ils vont vraiment souffrir. Particulièrement vrai de General Motors. Pas seulement, des trois. Ford et vous puis savez, Chrysler. Si on remonte un peu dans l'histoire, l'industrie automobile américaine et notamment General Motors, c'était le modèle. Si vous remontez aux années 70, il y avait à l'époque chez General Motors 1 million de salariés directs et indirects. Et nous allions, nous, économistes, voir General Motors pour apprendre le management, pour apprendre la manière de procéder, pour apprendre le marketing. Et là, nous avons une sorte d'évolution de ce que j'appellerais la vieille Amérique. Il y en a une autre qui elle aussi va apparaître, mais où aujourd'hui, vous avez une dégringolade. Pourquoi? Parce que les directions de ces entreprises se sont enfermées dans leur protectionnisme. Oui. Et rappelez-vous que Chrysler avait déjà, à l'époque de Iacocca, réclamé des aides. Ils étaient en faillite et il y a eu des aides, comme ici. Aujourd'hui, ils réclament donc encore un pré-relais de 25 milliards de dollars. Ils réclament des aides sans avoir changé réellement le modèle. Alors, c'est particulièrement vrai pour General Motors, qui ne souffre pas seulement à cause de la crise, mais qui souffre déjà depuis 3 ans à cause des mauvais choix, c'est ça, de mauvaises orientations? Il y a deux choses. Il y a d'une part les problèmes de l'automobile proprement dite, avec, vous savez, ces espèces de chars d'assaut qui traversent les villes et dont General Motors était gros producteur. Ils gagnaient beaucoup d'argent là-dessus, ils n'ont pas vu venir le coup. Deuxièmement, alors c'est tout à fait différent, et ça intéresse les politiques, il y avait un régime social installé dans les années 70, très généreux, que General Motors ne pouvait assumer qu'avec une très grande expansion. Il n'y a plus d'expansion, il n'y a plus de sécurité sociale,
pour les salariés de General Motors. Alors c'est la fin d'un modèle, dites-vous, mais c'est aussi le signe d'un déclin américain et plus généralement de l'auto-reine. Oui, non, de ce type d'Amérique, de ce type de voiture. Oui. Le même jour où on parle des problèmes de General Motors, vous avez constaté que Hewlett-Packard, dont je pourrais vous parler longuement, est devenu le premier producteur d'ordinateurs du monde et se porte très bien. Heureusement, il y a des gens qui se portent bien. Alors, Gérard Longuet, en Europe aussi, l'industrie automobile est en crise. Dans les différents secteurs, les acteurs appellent à l'aide. Concrètement, comment on peut les aider? Quelles mesures? La situation européenne n'est pas du tout la même, parce qu'il y a une industrie automobile qui a une offre extrêmement riche, qui est adaptée. Mais une industrie qui appelle à l'aide, quand même, aujourd'hui. Oui, mais c'est normal. Il y a un problème de décalage de l'achat. C'est-à-dire que le lait, vous l'achetez tous les jours. Le pain, vous l'achetez tous les jours. L'automobile, vous pouvez reporter de 3 mois, de 6 mois votre achat. Et c'est exactement le problème de l'industrie automobile aujourd'hui, c'est que les consommateurs européens sont, c'est le cas de le dire, pieds sur le frein sur la consommation. Ils reportent leurs achats et les industries de l'automobile le savent et par conséquent demandent des aides aujourd'hui parce que il y a c'est conjoncturel. C'est totalement conjoncturel. Les modèles existent, il y a une productivité. Je pense qu'il y a 6 mois difficiles à passer. Voilà, on va parler de ce qui se passe en Chine. C'est très intéressant, également dans le secteur automobile. Jean-Pierre Bel, merci. Vous allez céder votre place à notre invité Valérie Niquet, qui fait son entrée dans ce studio, spécialiste de la Chine, comme Pierre Picard, qui est là également. Effectivement, en Chine, les constructeurs souffrent. Et ils se tournent d'ailleurs vers Pékin pour obtenir là également des aides. Michel Drancourt. On parle de la Chine qui a accru d'une façon assez spectaculaire au mois de septembre ses bons du Trésor américain pour devenir aujourd'hui Pierre Picard, le premier créancier de l'État américain, ce qui montre bien à quel point les économies sont interdépendantes, en tous les cas les deux principales. Tout à fait. Et là, plus qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on peut dire que le soleil se lève bien à l'Est, y compris en matière d'économie. Aujourd'hui, la Chine a détrôné le Japon au niveau de son titre de créancier au regard des États-Unis, et c'est là effectivement qu'elle montre sa force majeure. C'est là aussi tout l'intérêt de la réunion du G20, où on a vu différents États et des initiatives très fortes du président de la République de faire de cette réunion internationale un sommet où les nouveaux pays émergents, dont la Chine, peuvent être présents. Oui, mais alors justement, dans les médias, on l'a lu, lors du sommet du G20, on n'a pas beaucoup entendu le président chinois Hu Jintao. Il n'a pas fermement condamné toutes ces dérives de Wall Street. Pourquoi toute cette prudence? L'économie chinoise, c'est avant tout une économie de marché, une économie capitaliste. Donc, il ne s'agit pas pour les gouvernements chinois qui ont perdu de l'argent dans cette crise financière, de critiquer, même si on peut dire qu'aujourd'hui, ils ont laissé des billes. Je crois que ce qui... Est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y, Gérard. La question qui me brûle les lèvres est la suivante. La Chine a une balance commerciale excédentaire. Tout à fait, oui. Elle accumule des réserves fantastiques. 1900 milliards le consommateur chinois a-t-il le droit de consommer librement? Peut-il changer ses renminbi et peut-il acheter dans le reste du monde? On a le sentiment que non, et qu'au fond, si la Chine est riche, c'est parce que les Chinois sont pauvres. Alors, on est là justement dans une image souvent un petit peu stéréotypée de la Chine, et notamment le nouveau plan de relance chinois qui a été annoncé le 9 novembre dernier, qui vise quand même à insuffler dans l'économie chinoise près de 4 milliards de yuan. Malgré un taux de croissance qui reste quand même très élevé, vous nous le rappelez. Tout à fait, exactement. Nous permet de penser qu'il va y avoir un rééquilibrage à ce niveau-là. Valérie Niquet. Okay, tant mieux. Alors d'abord le plan de relance chinois c'est 285 je crois ou 485 milliards de yuan et non pas 4 qui serait très peu. Effectivement oui. Mais ceci dit il y a énormément de questions sur la taille réelle de ce plan et surtout qui payera parce que finalement l'État lance les idées, c'est souvent le cas en Chine et puis après on pense se tourner vers les provinces, vers les banques qui n'ont pas une tradition d'avoir beaucoup collaboré et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que la croissance chinoise fondée sur l'exportation, ils n'ont pas pris le tournant à temps, ils en ont très peur. Lorsqu'on entend les dirigeants chinois aujourd'hui, ce qui explique d'ailleurs leur modestie au G20, eh bien ils disent on a très très peur, surtout que des pans entiers des provinces les plus visibles, Guangdong, ils prévoient 20 millions de chômeurs avant le nouvel an chinois. Lorsque les usines ferment du jour au lendemain, ce sont des milliers, pas des centaines, des milliers de gens. Eh bien, c'est ce qu'on dit depuis des années, c'est sans doute ce que les dirigeants ont compris qu'il fallait faire, simplement on en est très loin et ça n'est pas dans quelques mois.
qu'on peut renverser une tendance. La Chine reste un pays pauvre. Ça, c'est une chose que les dirigeants chinois eux-mêmes disent. Et on peut être d'accord avec eux. La Chine est un pays très pauvre lorsqu'on quitte ses vitrines de la côte. Et donc, créer une consommation, ça n'intéresse pas énormément les producteurs chinois. Vendre à des Chinois, ça rapporte moins pour le moment que vendre à l'étranger. Les gens construisent vraiment des usines pour exporter. Oui, mais il faut créer véritablement une capacité d'acheter. Et c'est ce que alors le plan a un bon côté, c'est de créer un système social pour le moment quasi inexistant. Donc non seulement les gens sont peu riches, mais en plus ils épargnent parce que il y a les aléas de l'existence. Mais ça sera à long terme. Et une puissance émergente. On le répète, bien évidemment, le 5e de l'humanité ne peut pas faire en 30 ans ce que nous avons fait en 4 ou 5 siècles. Néanmoins, cette grande puissance émergente est en train de donner à sa classe moyenne et à ses classes les plus pauvres, effectivement, un pouvoir d'achat qu'elle n'avait pas il y a 40 ans. Donc, on ne peut pas dire que la Chine aujourd'hui est un pays pauvre. Non, d'autant qu'il est... 2000 $ de PIB par an, par habitant, ce qui est quand même très limité. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont quand même assis, dit-on, sur un globalement, oui, bien sûr, parce que globalement... Cet argent, il leur sert à quoi? D'abord à se défendre eux-mêmes ou éventuellement à secourir nos économies occidentales? Alors, cet argent est placé aux États-Unis et là on voit d'ailleurs que ça reste la force des États-Unis. Il y a une vraie interdépendance puisque la Chine, la puissance chinoise est encore beaucoup, les Chinois le disent eux-mêmes, fondée sur l'exportation. Le marché américain et le marché européen sont essentiels. Il faut évidemment pas que tout ça s'effondre. On voit d'ailleurs les conséquences qui commencent à se développer. Et par ailleurs, les Chinois eux-mêmes disent que le meilleur placement, ça reste le dollar, ça reste les États-Unis. L'euro a longtemps été trop cher. Mais c'est un manque de confiance en eux-mêmes. Acheter des dollars quand on a un pays à développer, quand on a des infrastructures à construire, quand on a un pouvoir d'achat à diffuser, c'est un manque de confiance. Acheter des dollars, c'est aussi un moyen de garantir. La plupart des experts chinois actuellement sont d'accord, quelles que soient les erreurs éventuelles qu'ils aient pu faire au niveau de leurs investissements financiers, notamment sur Blackstone. Aujourd'hui, on est en train de reconquérir notre marché intérieur, c'est-à-dire le marché chinois. Alors toutes les visions sont pas forcément les mêmes, hein, mais en Chine aussi il y a énormément de débats sur il y a beaucoup de débats. En tous les cas, Gérard Longuet, Nicolas Sarkozy va annoncer demain, va confirmer le fonds souverain. On se dit qu'on peut lutter, on peut pas lutter à armes égales face à ces réserves monétaires. Un fonds souverain, c'est bien quand vous avez un robinet qui remplit la baignoire d'euros, de dollars tous les jours. De yens. Et de yens éventuellement. Nous sommes en France avec un État endetté et un État déficitaire. Alors, on peut de temps en temps mobiliser des moyens. Nous avons l'avantage de la signature publique, par exemple pour sauver les banques, mais il ne faut pas rêver. Nous n'avons pas les centaines de milliards disponibles dont dispose par exemple la Chine ou dont dispose les pays. Avec la dette, comme on fait pour sauver les banques. Exactement. On peut faire de temps en temps des opérations ponctuelles. Alstom a été une réussite, mais je ne vois pas les finances publiques capables de financer l'économie privée. Pour faire court une histoire longue. En réalité, si on reprend la Chine, il y a beaucoup de Chine. Il y a une Chine riche, il y a une Chine très pauvre, il y a une Chine intermédiaire. C'est un monde. Les moyens chinois, c'est vrai qu'il y a une sorte de tu me tiens par la barbichette entre la Chine et les États-Unis. Et de ce côté-là, on peut dire qu'un pays pauvre, entre guillemets, a subventionné en permanence un pays riche pour dépenser trop. Donc les Chinois, s'ils peuvent se développer chez eux, vont favoriser tout le monde, y compris l'industrie automobile européenne et américaine, puisque ce qui marche bien en automobile, jusqu'à maintenant, c'est la Chine. Très bien. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Écoutez, on va être appelé à reparler de la Chine très vite. Et de l'auto. Et de l'auto, évidemment. Ici même. Ici même. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition du 18h. Pierre Picard, je signale quand même ce livre, L'Empire chinois, un de vos derniers ouvrages, c'est pas le tout dernier, Mieux comprendre le futur numéro 1 mondial, qu'il l'est presque déjà. On peut le dire pratiquement. Attendons quelques mois, quelques années, et on Très bien. Dans un instant, les pieds sur terre, vos papiers SVP, c'est le rendez-vous que nous propose Delphine Girard. Et à 18h45, c'est Jeux de dames que vous présentez. Sonia avec Hélène Risser et Perrine Tarnot. Et vous avez deux invités ce soir. Barry Zacharie, sénatrice Parti Socialiste, et Charles Pasqua, sénateur des Hauts-de-Seine, UMP. Bonsoir.